Avant de nous lancer dans le vif du sujet, nous aimerions vous partager quelques nouvelles de la communauté. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir dans l'équipe de coordination Yassine Ben Hadjali, spécialiste en apprentissage automatique et statistique axé sur la santé mentale au Douglas Mental Health Institute, qui présente d'ailleurs aujourd'hui. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Lilia Brahimi, professionnelle scientifique à l'Institut national d'excellence en santé en services sociaux. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir une nouvelle conseillère, Dana El Faraj, agente de planification, de programmation et de recherche, conseillère en technopédagogie au CHUM, qui remplace donc Alejandro qui nous a quittés, Alejandro Rodriguez Aguirre. Professeur Jacques de Guise, qui était un de nos mentors, nous quitte malheureusement car il part à la retraite. Et Elie Abouassi, que plusieurs d'entre vous connaissent comme étant membre de l'équipe de coordination, professeur à Ivado, professeur sous octroi adjoint au département de neurosciences, faculté de médecine, Université de Montréal, et maintenant notre conseiller. Nous voulions aussi vous partager nos grandes lignes pour 2023. Pour ceux qui sont membres de la communauté, ils savent sûrement que nous avons fait un sondage à la fin de l'année auprès des membres pour savoir un petit peu c'est quoi les orientations et c'est quoi les intérêts. Alors, deux thématiques sont ressorties comme étant des thématiques d'intérêt, qui sont celles de l'accès aux données en santé, l'acte de données, que nous abordons aujourd'hui. Nous allons aussi avoir une conférence à peu près au mois de juin sur la généralisation et validation des modèles IA responsables. Nous travaillons aussi sur la mise en place d'un hackathon IA en santé en collaboration avec le CHUM qui se déroulerait probablement au cours du mois de novembre de cette année. Nous allons, dans à peu près 2 semaines, lancer un atelier de co-construction avec les membres de la communauté et celles qui veulent se joindre à nous aussi, afin d'établir le prototype que nous visons pour le hackathon. Les membres de la communauté savent aussi que nous avions depuis toujours un projet d'établir une cartographie des expertises. Alors, nous avons décidé de viser un peu à plus petite échelle afin de rendre ce projet réalisable et faisable. Donc, nous nous intéressons présentement à établir la cartographie de l'expertise des membres de la communauté. Pascal Béliveau, qui est présente aujourd'hui, qui est membre du noyau organisateur et la coordonnatrice de ce projet. Donc, elle a déjà monté un beau groupe de travail pour lancer ce projet, mais si il vous fait plaisir d'y contribuer, vous pouvez la joindre ou joindre la communauté au travers de notre Slack. Donc, on arrive au vif du sujet finalement. La rencontre d'aujourd'hui va se tenir en 2 temps. Donc, on aura une partie présentation où est-ce qu'on présentera le modèle et défis de valorisation des données cliniques de vie réelle en santé mentale et le Douglas Data Capture Platform, une plateforme web open source pour la saisie et le stockage de données cliniques. Donc, une deuxième partie sera consacrée aux échanges avec nos experts, mais aussi avec les membres qui souhaitent apporter une plus-value. Donc, nous avons le plaisir pour ça d'accueillir nos conférenciers. Donc, Yassine Ben Hadjali, associé de recherche au Centre de recherche de l'Institut Douglas en innovation et valorisation des données en santé mentale. Il utilise son expertise en anthropologie, neurosciences et santé mentale dans l'implantation d'un système de santé apprenant. Il travaille actuellement sur la valorisation des données cliniques en santé mentale. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Joshua Unro, développeur de logiciels ayant une expérience de recherche antérieure dans le développement de modèles d'apprentissage automatique pour prédire les résultats dans le premier épisode de Psychose. Passionné par la conception de systèmes logiciels permettant aux outils de pointe d'être accessibles dans les applications pratiques, il est également compétent en matière de développement web et possède de l'expérience dans la programmation côté serveur et côté client. Nous avons également le plaisir d'accueillir 2 experts, donc Rima Bouchakri, scientifique de données, spécialiste en intégration des données à Citadel et titulaire d'un doctorat en informatique spécialisé en ingénierie de données et résolution de problèmes de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aéronautique en France, en co-tutelle avec l'École nationale supérieure d'informatique en Algérie. Christina Kneister, professeure en informatique de la santé à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Sherbrooke et co-titulaire de la chaire en numérique de la santé du ministère de l'Économie et de l'Innovation MEI. Dr. Kneister a mentionné qu'elle pouvait être en retard, donc on espère quand même qu'elle va pouvoir se joindre à nous aujourd'hui. Donc, sur ce, je te passe la parole, Yassine, et merci à toi et à Josh d'être présent aujourd'hui. Merci. Je vais partager mon écran.
On croise le doigt que ça a marché. Je confirme, on voit bien ta présentation. OK. OK, c'est parfait. OK, donc bonjour tout le monde. Donc, comme Kaina l'a dit, je vais présenter la valorisation des données cliniques pour un système de santé apprenant. C'est un projet en développement et donc je participe à vos défis pour vous présenter c'est quoi nos défis, où est-ce qu'on est rendu et pour avoir du feedback des gens qui ont déjà avancé ou peut-être inspirer d'autres personnes qui sont dans le même cheminement. Euh, Donc, je suis associé recherche au centre de recherche du Douglas. Le Douglas, c'est un institut de recherche, l'institut universitaire en santé mentale. Et il a un centre de recherche affilié au centre Douglas et dans lequel on travaille. Je vais vous présenter notre équipe. OK. Vite fait, qui sommes-nous? Donc, nous sommes à l'intérieur du centre de recherche du Douglas. Nous sommes une équipe qui s'appelle de Données et Développement Numérique au Douglas pour la santé mentale. Nous sommes 4 équipes qui se sont réunies à travers une subvention de l'initiative de McGill de Healthy Brain for Healthy Lives, HBHL. Donc, nos 4 équipes, je vais les résumer vite fait parce que ce n'est pas le but actuel, c'est juste pour vous donner une idée qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a une équipe en santé mentale numérique. C'est une équipe qui va développer des soins fondés sur les mesures, des applications mobiles, des montres intelligentes, de la réalité virtuelle, que tout ça, c'est pour le but de l'amélioration de la santé à travers ces outils-là. On a l'équipe Data Science dans laquelle je suis. Je vais vous expliquer en détail c'est quoi nos buts et qui tourne principalement autour de rendre les données disponibles et accessibles aux chercheurs et donc la valorisation de ces données-là. On a l'équipe Open Science donc, qui va promouvoir et implanter des outils de libre accès et en recherche en santé mentale. Et on a la plateforme de neuroinformatique dans laquelle Josh, mon collègue, il va présenter après. Donc, je vais laisser Josh lui expliquer la plateforme neuroinformatique pour une question de temps. L'objectif général de tout ce groupe, c'est concevoir et implémenter des solutions numériques innovantes en santé mentale ou de glace, basées sur la recherche et les besoins cliniques. Je mets l'emphase sur la recherche et les besoins cliniques. C'est à la fois la connaissance et à la fois le terrain de comment combiner les deux pour avoir des solutions qui pourraient marcher sur le terrain. Donc, l'équipe dans laquelle je travaille, c'est Sciences des données. Nous avons 3 piliers, on va dire, sur lesquels on a de l'expertise ou on développe de l'expertise. C'est la découvrabilité des données. Exemple, ils sont où les données, quelles sont les sources de données, quelles variables existent, et rendre ces informations facilement découvrables dans la communauté de recherche en santé mentale. On travaille aussi à l'accès aux données, comment accéder aux données, dans quel cadre légal, quels sont les protocoles d'accès en termes d'éthique, fournir la documentation pour les chercheurs, donc pour devenir comme un hub où on centralise toutes les informations par rapport à l'accès. Et enfin, on fait faire de la gestion et l'organisation de ces données-là, une organisation éthique et responsable de ces données-là, et pour la découvrabilité, pour faire quelque chose avec ces données-là. Donc, notre objectif actuel, c'est comme je rentre dans un objectif plus précis maintenant, c'est la mise en place de la brique élémentaire d'un système de santé apprenant qui est la valorisation des données. Qu'est-ce que la valorisation des données et qu'est-ce qu'un système de santé apprenant? C'est comme son nom l'indique, un système de santé apprenant, c'est un système qui apprend à travers les évidences et les expériences passées. Donc, à l'ère du numérique et les données, on veut que notre système de santé apprend en combinant à la fois les données probantes, l'intelligence et l'intelligence du terrain et du métier, c'est-à-dire le savoir clinicien, infirmier, patient et personnel.
excusez-moi, j'essaie de passer les diapos. Ouais. OK, donc ce que vous voyez, ce cercle-là, le graphique, c'est un système, comment on schématise un système de santé apprenant. Ce graphique-là, je le trouve sur Système de santé apprenant Québec. Il y a plein de ressources très intéressantes là-dessus. Donc, nous, notre travail actuellement, il va se focaliser juste sur la partie on prend les données et à partir de ces données, on va les valoriser pour produire des connaissances. Donc, dans un système de santé apprenant, la boucle doit être faite au complet. C'est qu'une fois qu'on a les connaissances, on va gérer les changements et changer les pratiques, modifier les pratiques en connaissance de cause avec des données probantes. Et ensuite, on va gérer ces données-là et on va reboucler la boucle pour voir si nos changements ont été effectifs ou non, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut retenir ici, ce que j'essaie de retenir, c'est un système de santé apprenant, mais qui est le cœur de ce système de santé apprenant, c'est ce partenariat, c'est que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est le partenariat à l'intérieur qui est chercheur, clinicien, personnel, patient. Je vais vous parler à la fin, la dernière diapo où j'explique ce modèle-là. Je vais pour l'instant me consacrer à données et connaissances, comment à partir des données, on va valoriser les données pour créer des connaissances à travers la recherche. OK. Donc, la première question évidemment qu'on se pose, c'est où sont les données, par exemple, au Douglas. Les données de l'hôpital, donc ils sont bien évidemment dans les systèmes informatiques internes aux installations de l'hôpital. Ils sont dans des archives, mais on s'entend que c'est des données qu'on n'a pas accès, ces données-là. Les données qu'on a, ces données-là, ça s'appelle des données cliniques de vie réelle ou données de vie réelle. Pourquoi? Parce que c'est des données qui ne sont pas recueillies dans le cadre d'une recherche spécifique bien encadrée. C'est des données une donnée de vie réelle. Même moi-même, ce matin, j'ai pris mon téléphone, en me déplaçant avec mon téléphone, il y a eu des données sur ma position qui sont envoyées à Google. Donc ça, c'est des données de vie réelle. La même chose quand vous allez vous faire soigner, vous n'allez pas, c'est-à-dire ces données-là, vous êtes allé tel hôpital, ensuite tel diagnostic a été fait ou tel bilan sanguin a été fait. Ça, c'est des données de vie réelle. Donc ça, c'est des données qui nous intéressent pour la recherche. Au centre de recherche du Douglas, nous avons des données dans nos plateformes informatiques, dans les laboratoires qui existent dans le centre de recherche. Ils peuvent être sur des ordinateurs de format stockage divers à certains groupes. Sauf que ces données-là, la plupart, ce sont des données de recherche clinique. Ici, je veux faire comme la distinction, c'est des données de vie réelle et données de recherche clinique. La distinction, c'est que ce sont deux données complémentaires et les deux, c'est que l'avantage des données de vie réelle, c'est qu'ils vont couvrir, par exemple, une population plus large et plus diverse, alors que si on prend les données cliniques de recherche, ils vont avoir une population de façon plus restreinte. Donc, ce tableau-là, c'est juste pour voir comment les avantages de l'un sont comblés par les inconvénients de l'autre, et ainsi de suite. C'est que, par exemple, si on prend ici le contrôle de la qualité des données, elle est très bonne dans les recherches cliniques, alors que dans les données de vie réelle, la qualité, elle est très variable. Ce qui est normal parce que ce n'est pas des données qui ont été balisées par un protocole spécifique, c'est des données recueillies au fur et à mesure que les patients arrivent. Donc, pour ce travail-là, je vais me concentrer sur les données de vie réelle. Je ne vais pas parler des données de recherche clinique. On a un autre projet pour valoriser les données de recherche clinique. OK. Donc, là, je vous ai dit que les données sont au Douglas, mais on n'a pas accès. Mais bonne nouvelle, les données sont aussi au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, dans le service de performance et statistique. Donc, le service de performance statistique regroupe des données des installations du CIUS
tels que les CLSC, CHSLD et les centres hospitaliers, et entre autres, le centre hospitalier de soins psychiatriques qui est le nôtre, qui est le Douglas. Vous voyez dans la map, donc c'est réparti dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, il reprend toutes les données qu'il peut avoir, qu'il peut récolter, et ils vont rassembler toutes ces données-là dans un lac de données. Le but du Perfocentre, c'est, comme c'est écrit dans leur site, c'est de contribuer à l'atteinte de la performance organisationnelle visée en fournissant aux directeurs et gestionnaires des services et un soutien axé sur l'identification et la production d'informations de gestion et l'élaboration d'outils d'aide à la décision. Donc, le but principal, c'est ça, c'est qu'à la fin, on a des outils d'aide à la décision, mais c'est des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires, les décideurs, disons, ça peut être au niveau du politique ou même au niveau interne, au CIUS, au niveau de l'hôpital. Donc, il crée des données et des indicateurs utiles à ce type de décision. Donc, donc à partir du lac de données, que font le Perfocentre, ils vont rassembler toutes ces données-là, ils vont les fournir un portail à travers lequel tous les travailleurs du SUS peuvent y accéder pour faire le suivi de la performance de un département, n'importe quelle section de l'hôpital, ou bien, par exemple ici la fluidité des blocs opératoires, et ainsi de suite. Donc, c'est un portail super intéressant pour les gens qui sont en intelligence d'affaires, pour les gestionnaires, les décideurs. Donc, en gros, en quelque sorte, ils ont fait de la valorisation de données pour les gestions et les décideurs. Donc, nous, on voudrait suivre leurs pas et faire la même chose, mais au niveau des terrains cliniques et cliniciens personnels et patients. C'est valorisation à ce niveau-là. OK. Le modèle d'accès aux données actuelles. Le Perfocentre, les données qu'ils ont sont accessibles, mais là, on va voir comment, étant un chercheur, tu vas accéder à ces données-là. Juste pour être clair, il faut retenir que ce modèle est issu de discussions, d'entretiens avec les chercheurs et l'équipe du Perfocentre. Et donc, il est non basé sur une étude ou recherche approfondie du processus complet d'accès. Donc, c'est un modèle en cours d'élaboration et au fur et à mesure qu'on poursuit cette collaboration avec le Perfocentre. Donc, en gros, voici les étapes vite fait. Vous voyez dans ce graphique-là, on va les suivre les jetons. Donc, en haut, en rose, ici, le 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Ça, c'est le processus de projet de recherche. Donc, l'élaboration d'un projet de recherche au niveau 1. Lorsqu'un chercheur il décide qu'il va travailler avec un thème spécifique, il fait son projet, il va fournir une liste de variables potentielles. Ensuite, il va communiquer à l'étape 3 avec le Perfocentre pour connaître l'existence de ces variables-là. Donc, il va y avoir un échange. Si les variables sont là, il continue son processus. Sinon, il faut qu'il revoie les variables et il recommunique avec eux. Donc, on va dire que les variables existent. Il va faire une demande d'approbation éthique à son comité. La demande est acceptée. Il va demander accès aux données à l'étape 5 et 6. Une fois que les données, il a accédé, et il envoie la liste complète des données qu'il a besoin. Il va y avoir une extraction de ces données au Perfocentre ici et une vérification de la qualité. Ensuite, il lui renvoie ces données-là et le chercheur il s'occupe de stocker ces données-là, d'exploiter, de faire le pré-processing de ces données-là et voir s'ils sont exploitables ou non. Donc, à l'étape 7 ici, il peut y avoir une surprise, il dit « Ah, ben, c'est pas exactement ce que je voulais, la distribution ne me convient pas des données, il y a beaucoup de manquants, ça ne marche pas. » Donc, il faut qu'il revienne à l'étape 1. Donc, ici, ce qu'on a remarqué, c'est que à l'étape 3 et 7, ici, on a un potentiel d'abandon du projet de recherche qui pourrait être élevé à cause de cette ici la communication ou la qualité des données, au fait, qui n'est pas assurée. Donc, il y a la visibilité et la qualité
qui ne sont pas assurés dans ce processus-là. Ce que nous proposons, c'est le modèle, comme vous voyez en ensemble, je vais zoomer dans le modèle. C'est une approche où la recherche vient vraiment à la fin. C'est qu'on va enlever tout le fardeau de la qualité des données et la visibilité du données. Donc, je vais zoomer dans l'étape 1 ici. Donc, l'étape 1, on est encore au perfocentre. Les données restent encore au perfocentre. On est dans le lac de données. On va faire l'extraction des données guidées par les sondages auprès de nos chercheurs, les entretiens qu'on fait avec nos cliniciens, quelles sont les variables qui sont intéressantes pour eux, et la littérature scientifique sur ce type d'analyse qu'on veut faire. Donc, on va essayer d'écrire le plus de variables possible ici. Ensuite, on va transformer ces données-là pour la question d'interopérabilité, que ce soit, je vous donne des exemples ici parce qu'on n'est pas encore rendu là. On va organiser ces données-là pour des analyses en machine learning, on va anonymiser, ainsi de suite. Donc, après cette étape de transformation, on va charger les données dans un format, peut-être une base de données qui serait une base de données réservée à la recherche en santé mentale, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on a cette base de données, on passe à l'étape de la découvrabilité. Et c'est qu'on va avoir, donc on va avoir une plateforme web où les chercheurs en interne, ils peuvent aller consulter les variables qui existent, la distribution des variables, et les données vont être anonymisées. Ils ne peuvent pas télécharger les données ici, c'est juste de la consultation, de voir qu'est-ce qui existe, des distributions. On peut avoir une extraction des métadonnées encore plus et faire la découvrabilité, par exemple, dans le réseau McGill, pour avoir plus de découvrabilité chez les chercheurs qui ne sont pas affiliés, par exemple, avec le Douglas. Donc, à partir de l'étape 2, le chercheur, il voit les données, il peut regarder les distributions, il peut voir s'il y a des anomalies ou non, et il peut commencer, par exemple, à la sélection des variables et l'élaboration de son projet de recherche. Ça ne marche pas. OK. Donc, pour résumer vite fait, c'est que ici, il va y avoir une meilleure visibilité à l'étape 2 et une assurance de la qualité des données pour la recherche parce que tout le travail de cleaning des données va être fait à l'étape 1. Maintenant, je sais que la question, c'était de valoriser des données tout en co-construisant des projets, tout en s'assurant qu'il y a un partenariat entre les chercheurs, les cliniciens et les personnes qui sont sur le terrain clinique. Donc, comment nous allons faire ça? Un projet qu'on propose, c'est ce que vous voyez ici, c'est un mock-up de portail à travers lequel non seulement on va avoir la visibilité des données, mais on va avoir une visibilité des projets. C'est qu'on va construire des projets à travers une collaboration avec les cliniciens sur le terrain. On va avoir des entrevues avec des cliniciens sur le terrain. On va leur demander, par exemple, quel est l'indicateur? As-tu une idée d'un indicateur? As-tu un projet sur lequel tu veux travailler qui te serait utile? Le retour, il serait utile directement à ton travail, à ce que tu fais. Y a-t-il des outils de prédiction que tu voudrais avoir? Et à partir de là, nous, on va construire cette base de données-là. On va regarder la qualité des données qui existent. Et on va rassembler les variables nécessaires et on va lister le projet. Donc, le chercheur, il va accéder à cette plateforme. Il va voir les projets qui sont en liste, les projets qui sont en progrès. Je vais zoomer pour vous montrer. Et par exemple, ici, vous voyez un projet qui est le risque de réadmission dans l'urgence.
à l'hôpital. Et là, il clique sur le sujet sur lequel il veut voir plus de détails. Il va lui donner c'est quoi les étapes à faire pour pouvoir accéder à collaborer avec ce projet-là, avec les cliniciens. Ensuite, il peut aller encore plus loin, voir qu'est-ce qu'il y a comme variable, c'est quoi le dictionnaire, c'est quoi la distribution des variables. Et on peut aussi, une étape importante, c'est qu'il peut même générer des données synthétiques à travers ces variables qu'il sélectionne pour pouvoir tester dans ses pipelines si ça fonctionne ou non dans ce qu'il voudrait faire. Donc, en gros, c'est ça ce qu'on appelle valorisation et co-construction des projets. Donc, c'est un projet est en cours, on commence à le publiciter à travers les cliniques à chaque fois qu'on a des rencontres avec eux. Et on va avoir plus de retours bientôt sur ça. Donc, tout ça pour arriver à nos défis, qui est le thème principal. Donc, les défis, c'est d'avoir une image plus large de qu'est-ce qui se passe en termes de data landscape, quels sont les systèmes utilisés, quelles sont les sources de données, le cycle de vie de ces données. On n'a pas encore beaucoup d'informations là-dessus. La manipulation de données pour de faire des données aptes à utiliser dans le machine learning, l'interopérabilité, la sécurité, etc. Donc, tout ça, c'est des défis comme la gouvernance, les processus légaux et éthiques, qui a le droit d'accéder, manipuler ces données-là comme on veut les faire. Donc, c'est ça notre défi actuel. Merci. Oui, bonjour. Je vais présenter en anglais, mais n'hésitez pas de me poser des questions en français. I'm just going to share my screen here. I'm not sure how to share just one tab in my browser, but I can present like this, and hopefully should be full screen, so it shouldn't be too bad. Oops. Cool. So I'm going to be presenting the Douglas Data Capture Platform. As Yassine mentioned, this is a platform for capturing clinical research data. Just to reiterate on what Yassine mentioned, is that we're part of the D3SM team, and I'm part of the neuroinformatics platform, which is one of the 4 groups. So the Douglas Neuroinformatics Platform, or DNP, has 3 main pillars. So the first is building informatics capacity. So this is things like data storage, data capture. The second is big data analytics, so enabling the kind of machine learning analyses that are getting more and more prevalent in the literature. And data curation, so making sure that data is in an easy to use format for research of all kinds, including machine learning, but also more traditional approaches. So when we think about these last 2 pillars, they are really based on informatics capacity. Without having the data for the capacity to store and process this data, we can't do any of these more sexy things like machine learning or other analyses. So our platform is really aimed at this first pillar, so informatics capacity. So right now we have existing capacity for safe data storage and MRI processing and general statistical analysis. This is used widely at the Douglas right now. So researchers will store their MRI data, structural and functional, and perform their analyses on our server. But what's really lacking is a method for storing clinical research data. So
before I continue, I'm just going to define what is clinical research data, because this is a point of confusion in many cases. So our working definition is quantitative information relative for research or performance improvement. So what does this mean? So this could be things like cognitive assessment. So you see here the MOCA, Montreal Cognitive Assessment, where you have ratings for different categories. So for example, attention, language, and these are really numeric data or data that can be measured in some way. So considering this type of data, the objective of our project is to provide a standardized, secure, and easy to to use solution for clinical research data capture and storage. And so because of this, this principal objective, we can enable all sorts of other objectives. So for example, providing a dashboard for clinics to use for performance improvement to analyze their processes, data extraction so that researchers can access this data in an organized way. So there's some important distinctions that that we need to make with this sort of platform. So to begin, we're focused on data for performance improvement and prediction. So for legal reasons, we're not aiming to be the primary method of clinical data storage. So we're aiming to collect qualitative data, and this is distinct from an EHR or electronic health record. For example, eCliniBase, where the objective is to collect unstructured clinical notes. And these notes are of little to no utility for machine learning applications. I'm sure many people here are aware. Because unless you're doing a natural language processing, it's very difficult to analyze this type of data. Also, as Yassine touched on, the Perfocentre, which is managed by the SUS and is enabled for established to enable data reporting, is not structuring their data in the way that we need for continuous data capture for the purposes of research and performance improvement. This is really data that is for reporting and not for the type of analyses that we're interested in. So before beginning our work on this platform, we conducted interviews with a variety of different clinicians at the Douglas. And what we learned was that typically data collection was unversioned. So as you see here in this example, you have different files from studies, but it's not clear what variables change between studies or what the naming conventions are. These are very rarely documented, and therefore it's difficult to connect these data over time. So, you see the example of having, a PDF, a CSV, and then a SPSS file. So these data are stored in all kinds of different formats, including handwritten notes or printed documents. And so we really want to modernize these processes to enable the type of machine learning research that's at the forefront today. So in terms of how we're going about designing this platform, the first thing we want to speak about is that it's an open source platform. So what does this mean? For those who are not so familiar with software, essentially what this means is that anyone has the freedom to run, copy, distribute, study, change, and improve the software. And in our case, it's provided that any modified versions afford other users the same freedoms. So basically, this means that if anyone wants to run their own instance of this software, they can do so and change it. But this is distinct, of course, from the instance that we're going to deploy at the Douglas, because you can think of it in terms of a software program that manages data. You can change that, but of course that doesn't imply access to any sort of data in an authorized way. The second principle underlying our design is a modern user interface. So what does this mean? It means web-based. We heard from clinicians that people find existing platforms difficult to use.
oftentimes requiring technical knowledge or having a very antiquated user interface that's not accessible on different screen sizes. So we're focusing on a modern platform, web-based, with a responsive design. So this means that you can use it on a desktop, tablet, or a mobile phone, which is really important for collecting research data on admission to a clinic, for example. So this means that a clinician could give a patient an iPad, and they can complete this questionnaire, for example. So secure, finally, so secure and interoperable. So we have a very robust permission system that's going to enable only authorized users to access a specific data. So this means that someone who's associated with one clinic, so for example, a psychosis clinic, is only going to have access to, let's say, instruments that are relevant to them. And for a depression clinic, the same. So this ensures that we have protection of data because, of course, we value patient privacy, and it's really important to us that we're secure by design and not through obscurity, for example. And finally, so we have a well-documented API. So what does this mean? Essentially, what this means is that our platform can interface with tools developed by other members of our team or other teams potentially, of course, authorized users. This means, for example, that we could develop a tool to predict patient outcomes based on the results from a suite of tests administered by a clinic. And this could be totally independent from the platform itself. So without further ado, I'm just going to give a brief demo of kind of the platform itself. So let me share again here. Cool. So as you see here, this is the login screen for the platform. So the platform is bilingual, French and English, and we could potentially include other languages very easily in the future. So you can see we can just change the language and have a translated version. So since I can do the demo in French. So we can log in here with our username and password. So we can just connect. So when you log into the platform, we have a sort of very brief overview of some information that's relevant for the type of user. So as in this case, I'm an admin user. There's just some basic stats. So the number of users, the number of clients, number of instruments, and the number of records. And this is different depending on the specific user. So for example, a research assistant who's performing data entry wouldn't have access to all of this data. They might have access to just, let's say, the number of instruments that they have available. So we see here, if we go to add a client, the way that we track patients over time is through what's known as a hash. So we use this information, so first name, last name, sex, and date of birth, to calculate a unique value that cannot be reversed, but will always be the same given the same inputs. So in this case, if we want to add an example, so let me say I'm going to add Bob Smith. It can be a male, born on, let's say, I don't know, February the 9th. So when we add the patient, we see it's successful. So we can dismiss this. We have update in real time on our server. And so we can see all of the clients here. We can export data. We can, for example, look at the records, as I'll show you in a moment. But first, I want to show what exactly an instrument entails. So right now we have 2 instruments here, or I'll switch in English because these aren't translated yet. But
the brief psychiatric rating scale and the happiness questionnaire, which is a fake instrument we just designed for the purpose of this demo. So if we go click on happiness questionnaire, we can see a brief overview of the instrument. So a description, the language, the estimated duration, and some instructions. So if we begin, we see a scale to, we can change the value for overall happiness. So let's say we have a happiness of, I don't know, 9. So this form we submit is going to validate this data and then submit it for the active subject. So here we see, if we go over here, we have an active subject, which is the subject that we registered. If we didn't have an active subject, then we would be prompted to enter data to identify the subject beforehand. So here we can submit. And so we see the upload was successful. And here we just have a very brief summary of the instrument. We can print this here so that someone could insert this into an EHR, for example. And so then if we go into view subject, so I mean, I can just choose a random subject here, but we can look, for example, at happiness questionnaire, and then we can graph the different fields. So here, for example, overall happiness, we can see this individual's overall happiness over time. And this is obviously manufactured, but the idea is that a researcher or a clinician can use this to see, how is the overall progress going along. So that's everything for the demo. So I think we can stop sharing here and then move on to, I guess, the question. Merci beaucoup, Yacine et Joshua, pour votre présentation. C'est très apprécié que vous venez nous parler de tous vos efforts pour le développement du lac de données. On avait quelques questions et suggestions là, dans le chat. On a des experts qui sont présents. Il y a Rima El-Khoury qui vient de Citadel et à qui on a demandé d'être présente spécifiquement pour donner des suggestions ou discuter de vos défis. Il y a Christina Knesser qui pourra malheureusement pas être là pour la période de questions, mais à qui on va transférer votre présentation pour obtenir des commentaires là, à la suite de l'événement d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si, Yacine, est-ce que je pourrais te demander de remettre la slide des défis que tu avais préparés et présentés à la fin là, de ta présentation? Merci beaucoup. Donc, on peut peut-être revenir un peu sur les défis et peut-être s'il y a des questions ou des suggestions par rapport aux défis qui sont présentés, n'hésitez pas à lever la main, ouvrir votre caméra, votre micro pour interagir directement avec Yacine et Joshua. En attendant des réponses, on peut passer aux questions qui sont présentes dans le chat. Premièrement, il y avait Camille Bess. Ah, pardon, il y a Rima Bouchakri qui est prête à discuter. Vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra pour discuter directement avec Yacine et Joshua. Merci. Oui, bonjour à tous. D'abord, merci pour ces présentations vraiment intéressantes. Puis, au fait, les défis dont vous parlez, nous, à Citadel, comme on est on appelle ça généralement un lac de données, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on existe et on a fait pas mal le tour de toutes ces problématiques-là, puis on continue à comme les avoir à tous les jours. Ce que je pourrais partager de notre expérience, c'est que je vois bien que vous voulez monter vous-même comme une base de données pour qui va permettre de servir des chercheurs. Ce que nous avons remarqué, c'est que d'abord, pour monter ça, ça demande une infrastructure qui va devoir être solide et bien réfléchie. Et elle est vraiment très, très dépendante de la manière
comment vous allez obtenir vos sources de données. Donc, c'est quoi le format que vous allez avoir? C'est quoi l'hétérogénéité de ces données-là? Est-ce que c'est des BD relationnels, des PDF? Comment vous allez gérer les imageries médicales? Comment, si vous avez des messages, nous, par exemple, à l'hôpital, il y a des messages HL7 qu'on peut intercepter pour faire pour monter des systèmes temps réel. Donc, c'est toutes ces questions-là qui pourront, en fait, vous aider énormément à réduire le spectre des technologies possibles que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est vraiment de se poser ces questions-là avant. Puis, ensuite, par rapport à quand on bâtit un pipeline, donc il faut sécuriser les données et avoir une infrastructure. Nous, on essaie de monter aussi, on a un projet, avec qui met en œuvre plusieurs hôpitaux. Et l'idée, c'était de bâtir comme un dashboard qui permettait d'analyser des données de manière tout à fait sécurisée, de manière fédérée, c'est-à-dire les données restent dans les centres, mais l'idée, c'est de juste faire des analyses, des agrégations. Et pour ça, on a utilisé des standards comme le standard FHIR, qui est un standard de HL7. Donc, pourquoi FHIR? Parce que ça donne des données en format JSON, puis ça permet de monter justement des sites web, des applications web. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant comme idée. Puis aussi, l'autre point, c'est que vous avez parlé, Yacine, dans votre présentation, que vous allez vous asseoir avec les chercheurs pour définir des questions de recherche et des variables. Puis, je trouve que c'est vraiment un point important. Nous, ce que nous avons fait, et c'est pour ça que nous avons adopté l'idée du lac de données, c'est qu'on ne pouvait pas prédire à l'avance toutes les possibles questions de recherche que nous allions avoir. Donc, on a consolidé les données dans une même place, mais on continue d'avoir des projets de recherche. Puis, en médecine et dans un hôpital, les possibilités sont vraiment infinies. Et donc, on essaie de définir, mais on essaie de ne pas être rigide en même temps, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Donc, juste prévoyez comme une petite liberté et d'essayer de garder les données les plus raw possibles, les plus brutes possibles, les proches de la réalité possible. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des questions qui vont vous permettre de définir des variables, mais demain, le besoin va changer. Fait que peut-être juste garder ça en tête. Puis, voilà, en gros, grosso modo, ce que je pourrais dire. Mais sinon, on peut aussi garder contact si vous avez d'autres questions, parce que je pense que tout ce qui est transformation, interopérabilité, sécurité et surtout, si vous êtes au point de gouvernance de données, de processus légal ou éthique, on pourrait toujours vous orienter, parce que ça fait des années qu'on a établi une gouvernance de données, qu'on propose un accès éthique et légal par rapport aux données. Donc, on peut toujours échanger sur ces points-là. Voilà. Merci Rima, c'est exactement. En fait, le Citadel pour nous, c'est comme le grand frère qui a déjà tout fait, on veut le suivre. Et donc, c'est ça, donc on aimerait vraiment ça, avoir des collaborations avec vous, voir. Parce qu'on va travailler avec le Perfocentre, c'est lui qui. On a ce projet-là, sort d'une demande de MEUE où on veut développer ce modèle-là. Dès qu'on va avoir la réponse de cette demande-là, on a comme le go pour commencer avec eux, faire des choses. Donc, c'est ça serait très intéressant de garder contact et de avoir de votre expertise en fait, là-dessus. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Rima Bouchakri. On avait aussi une suggestion de Camille Bess. Je ne sais pas si vous voulez parler, Camille. Je crois qu'il y a une initiative qui est similaire qui se passe à l'Université Laval, si je ne me trompe pas, ou au CHU de Québec plutôt. Donc, il y a un développement avec Sienta, puis il y a un lien qui a été partagé là, par Camille. Donc, c'est Dr. Alexis Turgeon ou Philippe Lachapelle qui travaille là-dessus. Il y avait aussi plusieurs commentaires de Cécile Petitgan. Je ne sais pas si, Cécile, est-ce que vous voulez échanger avec les présentateurs? Oui, bah, moi, c'est rapide. J'ai essayé d'envoyer le plus possible parce que je vais devoir m'échapper. Mais moi, ce qui m'a beaucoup inspiré,
En fait, le lac est formidable, mais ce que je trouve le plus original, c'est votre portail. Et donc, parce que les lacs sont très bons sur la mise en forme, interopérabilité, processus d'accès. Par contre, ils sont beaucoup moins bons sur la publicisation des projets, la possibilité d'embarquer, de s'en inspirer, de partager auprès de la population les résultats. Et là, je pense que vous avez un plus pour vous démarquer peut-être dans des demandes de subventions. Et je vous ai partagé des standards pour la publicisation des projets sur les données qui ont été établis par HDR UK. Donc, c'est comme un connecteur des centres d'accès aux données au Royaume-Uni. Et eux, ils s'appuient sur le modèle des 5 safe pour dire qu'est-ce qu'il faut dire dans un registre. Non seulement pour que les chercheurs sachent de quoi on parle, mais aussi pour que la population ait confiance. Donc, comme ça vous évitera de réinventer la roue au moment de se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en ligne, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est trop précis ou pas. Et puis, si vous le souhaitez, je pourrais vous partager, je vais la remettre avant de partir, une publication des fonds de recherche du Québec avec des partenaires qui, en fait, pris toutes les recommandations des chercheurs pour faire en sorte qu'un centre d'accès aux données réponde aux besoins de la communauté. Et dedans, vous avez plein de liens vers les meilleures pratiques au Canada et à l'international. Donc, je vous le mets. Merci. Désolée d'avoir parlé longuement. Merci en tout cas. C'est Noël pour nous là. On a plein de ressources. Merci beaucoup, Cécile. Je vois une question ici de Louise Ringuette. Je ne sais pas si vous voulez poser votre question. How do you get patients' consent to the data neural platform to collect the name, birth date, and test results? Right, that's a great question. This is excuse me. This is something that we've considered very in great detail. So we have a consent form that we've been drafting, and once we submit our demo, which is going to be beginning, just not with actual data, but just to get the feedback of clinicians within the next few weeks, we're going to begin the sort of ethics approval process. So we're going to determine what are the whether our ethics consent form is adequate and if there's any changes. And then once we know what we need to do, that's when we're going to begin implementing that in the platform itself. And actually, I did realize I forgot to mention a Nodefi, but it's very similar. It's the same as what Yassine has. So I hope that answered your question. Thank you. We have Cécile Petitgan, who has many suggestions in the chat. I'm looking to see if there are other suggestions. There is Nila Mesgani who was asking about... pardon, j'ai switché à l'anglais. Nous avons Nila Mesgani qui nous demandait le délai approximatif pour une demande d'accès aux données et leur obtention. Je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus. Je sais que Yassine a déjà répondu dans le chat. Est-ce que si on parle du modèle d'accès pour le Perfocentre, ça, on ne connaît pas. C'est comme je vous disais, je vais retourner à la diapo. C'est un processus. On a commencé à faire des entrevues avec eux. On a 2, voire même 3 chercheurs qui vont commencer ce processus-là. Je vais retourner vite fait à la diapo. OK, c'est le processus d'accès aux données actuelles. On a commencé avec 2 chercheurs maintenant. On est rendu à l'étape 3, ici, où on communique les données. On communique l'existence, ils nous communiquent l'existence des données. Et on sait par des réunions qu'on a eues avec eux que c'est à peu près ça le processus, mais on n'a pas de détails sur le délai plus que ça. Donc, ouais, c'est ça. Bientôt, on aura. Mais ça sera mais ça dépend, en fait, la réponse est toujours, ça dépend de qu'est-ce que vous demandez. Si on demande d'accès à des données qui sont difficilement d'accès dans des systèmes très vieux, des trucs comme ça, ça peut prendre même des mois. Si des données qui sont rapidement accessibles, ça peut pas prendre une semaine ou mois. Donc c'était ça la réponse au début qu'ils nous ont donné, mais on ne peut pas donner une estimation précise. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à tous. Il faut considérer que la rencontre aujourd'hui, c'est le début des échanges. Donc, on a pour vous préparé un Jamboard et je vais laisser Lilia vous décrire en détail le Jamboard et ce qu'on peut y mettre. Merci à tous pour vos questions et puis n'hésitez pas pour vos suggestions. Bonjour à tous, merci d'avoir été là. Donc, on vous partage en fait un Jamboard sur lequel vous pouvez continuer à partager vos pistes de solutions, vos questions, vos ressources après la rencontre en fait, ou maintenant si vous souhaitez. Donc, le lien a été envoyé dans le chat, on peut vous le renvoyer sous peu. Voici le Jamboard. On est à peu près 3 minutes de la fin, donc on vous fait peut-être un petit résumé. Donc, aujourd'hui, Joshua et Yacine nous ont présenté leur projet de valorisation des données en santé mentale, qui représente en fait la brique élémentaire d'un système de santé apprenant, comme ils l'ont si bien dit. Leur modèle proposé repose sur plusieurs méthodes de simplification des accès actuels qui comportent, comme ils l'ont dit, plusieurs limites, et sur la co-construction des projets avec les cliniciens. Ils nous ont partagé leurs défis en lien avec l'accès aux données, la manipulation des données et leur transformation pour les analyses d'IA dans le but d'avoir un système de santé apprenant. En plus des défis de gouvernance des données dans un contexte de recherche, mais des défis éthiques et légaux d'accès aux données. Ils nous ont aussi par la suite démontré de façon très ludique les potentiels de leur plateforme open source, l'importance d'une interface d'utilisateur sécuritaire et interopérable. Et en fait, nous espérons vraiment que ces échanges, comme l'a dit Pascal, sont le début de l'ouverture en fait de portes de plusieurs possibilités de collaboration et d'échange entre vous, membres de la communauté et experts qui peut-être nous souhaitons seront un jour membres de la communauté. Donc, si vous souhaitez à votre tour partager vos défis et bénéficier de cette belle communauté, n'hésitez pas à remplir le formulaire partagé dans le chat si vous êtes intéressé à votre tour à faire partie de ces ateliers. Et bien entendu, merci à vous, Joshua et Yacine, à nos experts pour vos suggestions et à nos membres pour votre belle participation, comme à l'habitude.